bonsoir et bienvenue dans Horrifiques Histoires en fait. Et ce soir, dans Horrifiques Histoires, je vais vous lire L'ombre au fond du monde, une nouvelle de Thomas Ligotti, traduite en français par Anne-Sylvie Omassel. Braves gens, bonne écoute. Avant même que l'extraordinaire se produise, la saison, visiblement, était entrée en éruption avec une intensité fiévreuse. Ce fut, du moins, ce qui nous sembla, que nous habitions en ville ou au-delà de ses limites. Et, effectuant de constants allers-retours entre la ville et la campagne, Monsieur Marble, lui, étudiait les signes saisonniers depuis bien plus longtemps et avec un bien plus grand sérieux que nous, en extrayant des prédictions que personne alors ne prenait pour argent comptant. Sur les calendriers présents dans un si grand nombre de nos maisons, la photographie du mois illustrait l'esprit des jours énumérés sous elle. Bottes de maïs dressées, brunâtres et sèches, dans un champ qu'on venait de moissonner. Étroite maison flanquée d'une vaste étable en arrière-plan, ciel de lumière vide au-dessus. Scène encadrée par de joyeux festons de feuilles en flammes. Et, cependant, quelque chose de sombre, quelque chose d'abyssal, pointe toujours dans la beauté neutre de ces représentations, quelque chose qui, la plupart du temps, se tient en réserve, présence étroitement mêlée au reste, dont nous sommes toujours conscients. Et c'était cette présence même qui était entrée en crise ou qui, peut-être, avait été invoquée par de petites voix d'ombre, celle qui s'élevait dans nos rêves. Vint une odeur amère dans l'air, celle du vin doux virant au vinaigre. Apparaissait aussi dans les arbres de la ville un éclat hystérique que l'on retrouvait dans ceux des bois. Cependant, que le long des routes qui les reliaient s'exhibaient débordant les aubépines, les sumacs et d'immenses tournesols qui opinaient du chef derrière des clôtures branlantes. Et même les étoiles des nuits froides semblaient en délire, se parant des teintes de la fièvre terrienne. Pour finir, il y eut un champ au clair de lune, au milieu duquel avait été dressé un épouvantail, veillant une terre qui, bien que moissonnée depuis longtemps, restait toujours tiède. Il était, ce champ, tout près des limites de la ville,
On le voyait très bien de la plupart de nos fenêtres. Il s'étendait, immense, entre des poteaux penchés sous la lune ronde et radieuse, vide, hormis les pointes noires des bottes d'épi et une forme humaine, dressée, immobile dans la solitude de la nuit. La tête de l'épouvantail était mollement penchée sur son torse, comme si quelque sommeil grotesque s'était emparé de son corps fourré de paille. Les bras étaient étendus, flasques cependant, d'une manière qui évoquait une incroyable tentative d'envol. Il sembla, à un bref instant, que c'était un vent bien opiniâtre, celui qui gonflait cette salopette rapiécée et faisait ondoyer la flanelle usée de ses manches de chemise. Et c'eût été un vent bien puissant, celui qui faisait opiner dans ses rêves cette tête cousue. Mais rien d'autre n'était animé de semblables mouvements. Les feuilles mortes des plants de maïs étaient raides, figées. Les arbres des bosquets distants somnolaient, découpés sur la nuit limpide. Dans le clair de lune qui baignait ce champ mort, une chose, une seule, semblait vivre. Et certains dirent que l'épouvantail leva vraiment vers les cieux ses bras et son visage vide, comme pour s'en remettre aux puissances célestes, tandis que d'autres pensaient que ses jambes gigotaient en tous sens comme celles d'un pendu, et que le plus long de ses accès se produisit avant l'effondrement de la chose, qui, par la suite, resta immobile. Nous nous rendîmes compte que nombre d'entre nous avaient été doucement tirés de nos lits cette nuit-là, conviés en témoins à cet obscur spectacle. Après quoi, cette vision, quelle que fût la raison que nous lui donnions, ne voulut pas demeurer en nous, mais s'enfuit aux confins de notre sommeil et y resta jusqu'au matin. Et dans les heures nuageuses du lendemain, nous ne pûmes nous empêcher de nous rendre sur les lieux, sur lesquels diverses rumeurs s'étaient rapidement répandues. Pèlerins, nous arpentâmes ce champ, examinâmes les déchets des moissons pour y lire quelque augure, marchant en rond autour de l'épouvantail, comme s'il eût été une grande idole, déguisée en miséreuse, avatar sacré, hors saison. Il n'y avait rien cependant dans ce champ qui veuille nourrir notre faim de révélation. Notre congrégation était perdue dans une hébétude nerveuse, à l'exception, naturellement, de Monsieur Marble, dont les yeux, nous ne l'avons pas oublié, luisaient sous l'effet de perception qu'il n'eût pu nous expliquer par aucun mot compréhensible. Le ciel s'était coiffé d'une lourde coupole de nuages, nous privant d'un élément crucial, le soleil qui nous eût permis de consumer les rêves brumeux de la nuit précédente. Un mur de pierre, envahi par les ronces, saignait les terres de la ferme. Il était de la même couleur que le ciel, et les tiges assoupies aussi grises que les pierres qu'elles enserraient, comme un curieux réseau de veines mortes. Mais cette grisaille délibérée n'était qu'un aspect du paysage.
Les bosquets luxuriants qui se dressaient sur ses confins éclataient de couleurs, comme si leur feuillage radieux possédait quelque source de lumière interne ou contrastait avec une ombre plus profonde qu'il servait à dissimuler. Cela, sans doute, ne nous encouragea guère à maîtriser la crainte que nous causait ce chant. Plus encore que tout cela, cependant, il se trouvait que cette terre moissonnée était, en particulier autour de l'épouvantail, inhabituellement chaude pour la saison. Il semblait de fait qu'une récolte tardive se préparait, et certains dirent que les curieux bourdonnements qui emplissaient l'air n'étaient pas dus aux légions de cigales de la région, mais s'élevaient du cœur même de la terre. Lorsque vint le crépuscule, ne restait plus que quelques badauds, dont le vieux fermier auquel appartenait ce champ, devenu si tristement célèbre. Nous comprîmes qu'il partageait le même sentiment que nous autres lorsque nous le vîmes s'approcher de son épouvantail et commencer à détruire l'intrus. D'autres se joignirent à cet acte de vandalisme, arrachant la paille par poignées, déchirant les vêtements, jusqu'à ce que fût exposé au regard ce qu'il dissimulait. Vision étrange et surprenante. Car la chose n'eût dû avoir pour squelette que de planches disposées en croix, ce que nous vérifiâmes avec son fabricant. Ce dernier nous jura qu'il avait procédé à cette habituelle manière. Pourtant, la forme qui se dressait devant nous était d'une toute autre nature. Masse noire, torturée, affectant la forme d'un homme et semblant être né de la terre pour croître ensuite sur les planches, comme une moisissure noire qui eût dévoré la structure originelle. On distinguait à présent des jambes noires, ballantes, comme carbonisées et décharnées, une tête qui pendait sur le torse chétif et ténébreux comme un sac de cendres, et des bras minces et tendus, pareils aux branches noueuses d'un arbre frappé par la foudre. Tout cela soutenu par une épaisse et sombre tige qui jaillissait de la terre et s'enfonçait dans l'effigie comme une main dans une marionnette. Et tandis que s'éteignait la journée sans soleil, notre vision restait aimantée par cette chose suspendue, menaçante, dans la pénombre grandissante. Elle semblait constituée de la terre la plus noire, une terre qui fut devenue stagnante en ses profondeurs, où un riche humus se fut décomposé en tourbière d'ombre. Nous nous rendîmes bientôt compte que chacun d'entre nous avait succombé au silence, ensorcelé par cette sombre noirceur qui mangeait la vision, mais ne nous donnait à scruter que l'abîme contenu dans un contour humain. Et même lorsque nous nous fûmes aventurés à poser les mains sur cette masse de ténèbres, nous accueillirent des mystères plus profonds encore, car elle n'avait presque aucune densité tangible, cette masse. Elle ne nous donnait qu'un soupçon de matérialité, à peine moins ténue que celle du vent ou de l'eau. Elle semblait
ne pas posséder plus de substance qu'un bouquet de flammes vacillantes, flammes de la chaleur la plus faible, flammes noires qui s'étaient jointes les unes aux autres pour prendre la texture visqueuse du fruit gâté. Et l'on y distinguait une vague circulation, comme s'il tourbillonnait là, doucement, une sorte de vie serpentine. Mais nul ne pouvait supporter d'y poser longtemps la main. Tous finissaient par reculer. Diable d'épouvantail! Il ne va pas rester planté dans ma terre! Dit le vieux fermier, avant de se diriger vers sa grange. Et, de même que nous tous, il se frottait la main avec laquelle il avait touché l'épouvantail desséché, s'efforçant d'effacer quelque chose qu'on ne pouvait y voir. Il revint vers nous, armé d'une panoplie de haches, de pelles et autres ustensiles destinés à déraciner ce qui croissait sur sa terre, cette fantaisie de la moisson. La tâche ne semblait pas des plus complexes. Le sol était curieusement mou tout autour de cette excroissance noire dont la substance ténue ne résisterait pas longtemps au vaste tranchant de la hache du fermier. Mais lorsque le vieil homme eut pris son élan pour fendre la chose comme une simple bûche, la lame ne trancha pas. La hache entra dans la masse, et elle y disparut, comme aspirée par une boue poisseuse. Le fermier tira sur le manche et put déloger son outil pour le lâcher aussitôt. « Ça tirait dans l'autre sens, » marmonna-t-il. Et puis, vous avez entendu ce boucan. De fait, le son qui avait hanté les lieux toute la journée, semblable au rire d'une myriade d'insectes, avait semblé croître en stridence et en intensité lorsque le fermier avait frappé. Sans un mot, nous nous mîmes à creuser la terre autour de l'épaisse tige noire. Nous avions déjà bien travaillé lorsque l'approche de la nuit nous força à abandonner nos efforts. Mais nous avions beau nous évertuer, nous ne trouvions toujours pas la vraie racine de ce plan de noirceur. De plus, nos tentatives bientôt butèrent sur nos propres et singulières réticences. On eût dit un patient qui hésite à se faire retirer un organe malade afin que la maladie ne se propage pas. Les nuages du jour étaient restés et voilaient la nuit. Dans l'obscurité, nos voix ébauchèrent des stratégies diverses, afin que nous puissions réussir ce qui, jusqu'ici, n'avait pu être accompli. Et aucun de nous n'éleva la voix, s'en tenant au chuchotement, bien que nul n'eût avoué la raison de cette discrétion. L'ombre immense d'une nuit sans lune ensevelissait le paysage, nous empêchant de voir le champ du fermier et son locataire. Et cependant, bien des maisons de la ville veillèrent en ces heures sombres. Le long de chaque rue, de douces lumières brillaient derrière les rideaux des fenêtres. Nos jolies villas de bois semblaient aussi petites que des maisons de poupées sous les sombres et frémissantes profondeurs de la saison. Au-dessus, des toits serrés les uns contre les autres, planaient les globes de verre des lampadaires, comme autant de lunes minuscules serties dans les feuillages épais des ormes, des chênes et des érables. Et, jusque dans la nuit, les lumières brillant dans ses rameaux dévoilaient sa parade bariolée à l'eau de flamme que le temps n'avait pas détrempée, maladie de couleurs qui avait déjà commencé à infecter nos rêves. Ce prodige, désormais, était relié dans nos esprits avec le chant aux confins de la ville et l'étrange plante qui s'y était enracinée.
un sentiment d'expectative inquiète nous y ramena. Et nous y trouvâmes le vieux fermier qui nous attendait. La froide aurore pointait au-dessus des bois lointains. Nous parcourûmes des yeux la terre piquée de givre et étudiâmes le moindre centimètre carré de terre entre les ombres et les bottes de maïs disséminées sur le champ, cherchant ce qui n'était plus là. « Il est reparti », nous révéla le fermier. « Reparti dans la terre, comme une bête dans sa coquille. » « N'allez pas par là », nous prévint-il, en désignant le bord d'un vaste trou. Nous nous rassemblâmes autour de cette ouverture dans la terre et regardâmes dans ses profondeurs. La lumière du soleil enfin levé ne nous permit même pas de percevoir le fond de ce puits obscur. Nous spéculâmes un bref moment, en toute futilité. Quelques-uns ramassèrent les pelles posées non loin, comme pour se préparer à l'interminable corvée de remplir le gouffre. « Ça n'est pas la peine, » dit le fermier. Il ramassa une grosse pierre qu'il laissa tomber dans le trou. Nous attendîmes un long moment. Nous nous penchâmes sur l'ouverture, aux aguets. Mais ne venaient aux oreilles que des fredonnements lointains, réverbérés, semblables aux voix innombrables d'insectes bavards et invisibles. Nous finîmes par recouvrir de planches ce gouffre périlleux et ensevelîmes ce couvercle improvisé sous un tas de terre molle. « Il y aura peut-être du changement au printemps », dit l'un d'entre nous. Le vieux fermier se contenta de glousser. « Quand le sol se réchauffera, tu veux dire ? Et pourquoi crois-tu qu'elles ne se mettent toujours pas à tomber, les feuilles ? » Peu de temps après cette troublante péripétie, nos rêves, qui n'avaient jusqu'ici été qu'ombres simples et visions fugitives, gonflèrent, se firent pleins. Mais sans doute n'étaient-ils pas entièrement rêves, mais de même fouillement à l'intérieur de la saison qui les avait inspirés. Nous étions en songe consumés par la vie fébrile de la terre, jetés dans un monde mûr et déjà bien pourrissant de croissances étranges et de transformations. Nous prîmes place à l'intérieur d'un paysage aux efflorescences sombres, où l'air même fleurissait en teintes rougeâtres, où toute chose arborait la grimace ridée de la décrépitude, le teint brouillé de la vieille chair. Le visage de la terre elle-même se nouait d'autres et si nombreux visages aux physionomies corrompues par de vils instincts.
Des expressions grotesques s'imprimaient dans les crevasses noircies de vieilles écorces, les circonvolutions des feuilles mortes. Des traits difformes, charnus, saillaient de sillons humides. Et les peaux, tendues des tiges et des graines mortes, se fendaient en une myriade de sourires torves. Tout était devenu masque monstrueux, barbouillé de couleurs fauves, éruptives, des couleurs qui saignaient, avec une intensité virulente, si riche, si vibrante, que les choses frémissaient de leur propre maturité. Mais, en dépit de cette matérialité grossière, il restait quelque chose de fantomatique au cœur de notre nouveau rêve. Il se déplaçait en ombre, présence dans le monde des formes solides, et non point partie de ce monde, ni de quelque autre qu'on eût pu nommer, à moins qu'il fût de ce royaume qui nous est suggéré par une nuit d'automne. Les champs dévastés au clair de lune, le fol esprit qui s'empare des choses, colossale aberration qui jaillit d'un gouffre d'ombre humide et fertile, qui se dresse et se présente à la froide vacuité de l'espace, au pâle regard de la lune. Et ce fut vers cette lune que nous fûmes forcés de nous tourner pour trouver quelque consolation, lorsqu'à la nuit, nous nous réveillions en tremblant, envahis par le sentiment qu'une autre vie s'enracinait en nous, cherchant à s'incarner pour la dernière fois dans les corps que nous avions toujours rêvés nôtres et nous invitant dans les profondeurs d'une extraordinaire récolte. Se fit jour, un certain soulagement sans doute, lorsque nous commençâmes à nous rendre compte, après bien des recherches et des indices inquiétants, que les rêves n'étaient pas qu'une maladie contractée par quelques individus isolés ou quelques familles, mais qu'ils atteignaient toute la communauté, une épidémie. Nous n'avions plus à dissimuler notre gêne lorsque nous nous rencontrions dans la rue, sous les feuillages luxuriants d'arbres qui ne voulaient plus se défaire de leurs feuilles bariolées, plumage moqueur d'une étrange saison. Nous étions devenus une race d'excentriques et faisions ouvertement part de nos caprices et de nos doutes. En tout cas, tant que la lumière du jour autorisait ces audaces. Résidait parmi nous un vieil homme respecté, bien connu pour ses singularités. Il avait prédit nos inquiétudes des semaines avant leur apparition, parcourant la ville en tirant sa meule à affûter son gagne-pain. Monsieur Marble avait déclaré pouvoir lire dans les feuilles, comme si ces fragments flottants aux teintes luxuriantes étaient les pages d'un livre secret dans lequel il déchiffrait des hiéroglyphes de pourpre et d'or. « Regardez, regardez-les » expliquait-il, insistant aux passants, saignant
leur couleur, comme ça. Elles devraient être sèches depuis le temps. Mais les voilà qui font des images. Il y a quelque chose là-dedans qui veut se montrer. Elles sont mortes là, des chiffres, toutes molles, pendantes. Mais il y a encore quelque chose là-dedans. Là, ces images, vous les voyez? Oui, nous les vîmes, mais un peu plus tard. Et elles ne se trouvaient pas seulement dans les motifs chromatiques de ces feuilles qui ne mouraient pas. Elles pouvaient apparaître n'importe où, même si c'était toujours brièvement. Une physionomie difforme pouvait se montrer sur le mur d'une cave, entre les moellons humides et fendus, hideuse représentation d'un visage envahissant les recoins sombres de nos maisons. D'autres visages, masques lépreux, surgissaient dans les loupes des boiseries, les planchers, épiant les alentours quelques instants, puis replongeant dans les ombres noueuses, se retirant de la surface du bois. Et il y avait de si nombreux motifs sans nom. Là, dans les planches d'une vieille clôture ou le flanc d'une étable, graffitis emmêlés et desséchés, comme un déchaînement souterrain de racines et de tendrons, une furie clandestine de circonvolutions bifides, d'ornements recroquevillés. Et cependant, ces motifs ne nous étaient pas inconnus. Nous y reconnaissions ces contours de pourriture automnale dont nos rêves étaient remplis. À l'instar du vieux voyant, affûteur de couteaux, de haches, de faux lames courbes, nous aussi désormais pouvions lire le grand livre aux innombrables pages bariolées. Simplement, il avait sur nous une bonne longueur d'avance, sachant toujours plus tôt ce qui se passait au plus profond de nous tous. Car ce fut en lui qu'apparurent d'abord quelques idiosyncrasies, qui plus tard se transmettraient à bien d'autres parmi nous, qu'ils habitent en ville ou en dehors de ses limites. Bien sûr, il s'était toujours distingué de nous par son franc-parler, sa tendance à tenir des propos d'une curiosité délicieuse ou terrible. À un enfant, il pouvait dire ceci: « La vue de la nuit peut voler comme un cerf-volant. » Tandis qu'à un adulte, il parlait ainsi: « N'a pas de bras, mais sait s'en servir. N'a pas de visage, mais sait où en trouver un. » Et cependant, il accomplissait son travail avec une constante efficacité, actionnant la pédale qui faisait tourner la meule, aiguisant d'une main experte toutes les lames et empochant son dû, comme n'importe quel commerçant. Puis, nous remarquâmes qu'il devenait distrait dans l'exécution de sa tâche. Plongé dans une transe morose, il approchait le métal de la roue de pierre
sans se soucier des étincelles qui lui volaient au visage. Il y avait aussi, pourtant, une folle luminosité dans ses yeux, comme s'il brûlait d'une fièvre adamantine. Bientôt, nous ne pûmes plus supporter sa compagnie, bien que nous attribuions alors notre réticence à quelque exagération de son étrangeté habituelle, plutôt qu'à un changement sans précédent dans son comportement. Il fallut attendre sa disparition de nos rues et de nos routes pour que nous commencions à nous avouer les craintes qu'il nous inspirait. Peurs qui, inévitablement, se lièrent aux autres étrangetés de cette saison, extravagants signes avant-coureurs qui, tout autour de nous, ne cessaient de prendre des forces. La disparition de M. Marble coïncida avec un phénomène nouveau, lequel finit par apparaître au crépuscule d'un jour en particulier. Les feuillages emmêlés et tenaces se mirent à produire une vague phosphorescence. À la tombée de la nuit, nul ne pouvait plus nier la véracité de ce prodige. Les feuilles multicolores luisaient doucement sur le noir du ciel, formant un arc-en-ciel nocturne, intempestif, qui répandait ses irisations spectrales en tout lieu, éteignait la nuit d'une moisson de teintes. Or pêche, orange citrouille, jaune miel et ambre vineux, rouge pomme et violet prune. Lumineuses jusque dans leurs enveloppes de feuilles, les couleurs se projetaient dans l'obscurité, éclaboussant nos rues, nos champs, nos visages. Tout resplendissait des feux d'artifice d'un nouvel automne. Cette nuit-là, nous rentrâmes dans nos maisons et restâmes aux fenêtres. Rien d'étonnant donc à ce que nous fussions si nombreux à voir celui qui erra dans la ville en cette soirée iridescente, se joignant à ses explosions, à ses réjouissances. Possédé par les extases d'un sombre festival, il marchait en transe, tenant à la main cet immense couteau rituel dont la lame aiguisée scintillait d'un millier de rêves. On le vit seul, parmi les arbres, dont les couleurs brillaient sur lui, tachant son visage et ses hardes. On le vit seul dans les jardins de nos maisons, épouvantail rigide, formé d'une mosaïque d'ombre. On le vit marcher à grands pas, en rythme, sous de grandes palissades à présent peintes d'une lueur tremblante. Pour finir, on le vit au carrefour de plusieurs rues, au milieu de la ville. Nous comprîmes alors ce qui devait se produire. La bête du massacre était venue chercher son dû. Une saison nous pesait hors de toutes les saisons. Une monstruosité avait surgi qui n'appartenait pas au cours ordinaire des choses. Elle avait poussé dans un champ. Sous elle se creusait un trou sans fond que nous avions recouvert d'un monticule de terre, refusant de ce fait à cette présence affamée ce qu'elle attendait de nous. Sa faim non assouvie, elle prendrait par conséquent ce dont elle avait besoin. Si apeurés que nous fussions, nous n'en étions pas moins amers,
furieux. Dès le début, il avait eu un échange auquel nous nous étions résignés. Ce qui a été donné doit un jour être rendu. Un jour survenaient les ténèbres éternelles. Chacune de nos vies était reprise, revenait à la terre qui nous avait portés et nourris de son abondance. Mais le phénomène auquel nous faisions face ne nous paraissait rien moins qu'une avidité précoce. Une voracité qui faisait fi de notre accord avec la propriété de la terre. L'article que nous étions contraints d'ajouter concernait un autre niveau d'existence, peut-être plus essentiel que celui que notre espèce avait jamais suspecté. Qui sait, une trahison, une tromperie émanant de la création elle-même. Il ne nous restait plus qu'à nous poser cette question. Qui donc sait tout ce que ce monde ou les autres contient d'inné? Pourquoi n'existerait-il pas, enfoui dans les apparences, quelque chose qui porte un masque pour se cacher sous la visibilité de la nature? Mais cette nuit-là, nous nous soucions moins de savoir ce qui s'était ainsi matérialisé que du plan que cette présence avait enseigné à la lame finement aiguisée et à la main qui, possédée, la brandissait. Nous ne nous bercions pas d'illusions. Notre sort était scellé. Car si la puissance ou l'entité qui s'était emparée de notre terre pouvait exercer son pouvoir avec l'ampleur que nous lui avions vue, elle était assurément capable de tout. À présent, sa fureur se déchaînait. Les arbres brûlaient avec une incandescence singulière et redoublée. Les pépiments qui gouvernaient l'air suffocant s'enflaient en rires vicieux. Du carrefour au centre de la ville, Monsieur Marble jaugea nos maisons les unes après les autres. L'esprit visiblement concentré sur la question de savoir où faire couler le premier sang. Et à quelles extrémités voraces le pousserait la force mystérieuse qui, l'investissant, avait fait de lui son serviteur brutal. Comme tous ceux qui sentent approcher, sans doute possible, un massacre, chacun de nous espérait être épargné. Ah, si le pire pouvait frapper quelqu'un d'autre! Nous, lâches, nous priâmes pour que l'assassin nous épargne. Mais notre honte fut de courte durée. De la rue, des voix s'élevèrent qui appelaient ceux qui étaient restés cachés chez eux. « Il est parti !» dit l'une d'entre elles. « On l'a vu filer dans les bois. » Il avait levé le couteau, se disait-il, mais sa main tremblait, comme s'il luttait contre elle. Puis, il avait quitté la ville. En titubant, je devrais dire, ajouta une femme armée d'une spatule. On aurait dit qu'il marchait dans la tempête, à le voir courbé, qui poussait. J'ai eu peur qu'en tombant, il ne revienne dans la grande rue. Un homme, qui survint un peu plus tard, nous avoua que, si Monsieur Marble était resté un moment de plus, il l'eût abordé en lui disant « Prends-moi,
épargne les autres. Le sang, c'est toujours du sang. » Le mensonge était grossier. Pendant quelques heures, nous restâmes ensemble au milieu de la ville pour voir si M. Marble allait revenir. Les arbres aux alentours semblaient perdre de leur éclat. La nuit était calme. Le vacarme aigu qui jusqu'ici avait fait vibrer l'air s'étant tout à fait arrêté. Par petits groupes, nous rentrâmes chez nous. Nos maisons avaient perdu leur remugle d'ombre pourrissante. Bientôt, la ville succomba à un sommeil sans rêve. D'une manière ou d'une autre, nous n'en doutions plus. Ce que nous avions craint cette nuit-là ne se produirait plus. Au lever du jour, cependant, il nous apparut bien vite qu'il était arrivé quelque chose pendant que nous dormions. La terre, enfin, s'était partout livrée au froid, et les arbres, désormais, n'avaient plus de feuilles. Elles recouvraient le sol, sombres, recroquevillées, comme si leur mort curieusement retardée les avait enfin happés en une rage soudaine de mortification. Nous cherchâmes partout, dans la ville et dans la campagne, quelques vestiges de la terrible saison que nous avions subie. Il ne nous fallut pas longtemps pour retrouver M. Marble. Le cadavre gisait dans un champ, étendu, face contre terre sur un monticule, près des restes d'un épouvantail dépecé. Lorsque nous retournâmes son corps, nous vîmes qu'il avait les yeux ouverts, aussi pâle que ce matin cendreux d'automne. Puis nous remarquâmes que son bras gauche avait été lacéré jusqu'à l'os par le couteau que sa main droite n'avait pas lâché. Le sang avait coulé sur la terre et noirci les chairs du suicidé. Mais ceux d'entre nous qui manipulèrent ce corps mou et sans pesanteur, les doigts plongés dans la sombre plaie, n'y trouvèrent rien qui donnât l'impression du sang. Nous savions très bien, naturellement, quelle sensation procurait cette noirceur d'ombre. Nous savions ce qui s'était frayé un chemin dans l'homme que nous avions sous les yeux pour le traîner dans son monde sauvage. Son affinité avec les sourdes machinations de l'existence avait toujours été plus profonde que la nôtre. Nous l'enterrâmes donc, au plus loin d'un puits sans fond.